Sorti a pris l'escalier de la passerelle. Bien reçu. J'ai retrouvé Karl. On y va. L'équipe 2, vous avez bien reçu? Affirmatif. On y va. Attention, il est peut-être armé. Ça y est, on l'a. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Merci. Bonjour, monsieur Spengler, je suis maître Franck. Votre avocat est tombé malade et on m'a commis d'office pour prendre votre défense. Enchanté. Est-ce qu'on vous a averti? Autant que ce soit clair dès le départ. Si vous voulez que je vous défende au mieux, je vais avoir besoin de toute votre coopération. Même avec le meilleur avocat du monde, je serai condamné. Vous ne lisez non pas les journaux? Bien sûr que je les lis. Pourquoi? Mais ça fait 4 mois que je suis en préventive et que j'attends mon procès. En 4 mois, j'ai vu mon avocat 2 fois, pas une de plus. Oui, je sais. Mais il devait déjà avoir des problèmes de santé à l'époque. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet en énumérant les faits. Vous allez commencer par me raconter en détail ce qui s'est passé. Vous n'avez pas repris le dossier qu'avait constitué mon avocat? Si, bien sûr. Je sais que vous avez 45 ans, que vous êtes architecte au chômage, qu'on vous accuse de chantage et de tentative de meurtre. Mais il faut m'en dire plus que ça. Je vous en prie, monsieur Spengler. Je n'ai jamais fait chanter qui que ce soit. J'ai simplement voulu rendre service à une personne qui m'avait demandé d'aller lui chercher une mallette. Mais je n'ai jamais menacé d'empoisonner des aliments dans un supermarché et pour qu'on me verse de l'argent. Alors pourquoi avez-vous signé des aveux pour vous rétracter par la suite? J'ai seulement avoué que je voulais bien transporter la mallette. C'est écrit en toutes lettres dans ma déposition. Mais mon avocat m'a dit qu'en fait j'avais signé des aveux et que j'allais être inculpé. Je me suis fait avoir. Mais vous l'avez pas relu avant de signer? Si, mais pas tout. J'étais à bout de nerfs. Il me reprochait tellement de choses que j'étais perdu. D'abord le chantage, l'empoisonnement des aliments et la mort de madame... Madame Opitz. Mais... ce n'est pas moi. Je ferai pas une chose pareille. Alors vous voyez. Quoi? Ce que vous avez dit n'est pas là-dedans. C'est déjà un bon début. Il demandait combien exactement? 2,5 millions. Oh, pas plus? On peut en faire des choses avec 2,5 millions. Mais il n'a pas réussi à avoir l'argent. Et tu as su pourquoi notre maître chanteur n'est pas venu la première fois? Il a appris que la police avait été prévenue. Il s'en est plaint noir sur blanc dans une lettre. Il a prévenu que la chaîne de supermarchés Maxi allait enfin le prendre au sérieux. Résultat, il a mis de l'arsenic dans du céleri et des betteraves. Et pourquoi est-il tombé dans le piège de la police la deuxième fois? Non, c'est pas lui, c'est Spengler. C'est Spengler qui devait aller chercher la mallette et ça n'a pas marché. Rainer, tu ne vas quand même pas me demander de croire à son histoire de commanditaire. Et j'espère que toi non plus, tu n'y crois pas. Non, bien sûr, je n'y crois pas. À moins que je ne retrouve ce fameux commanditaire. Oh, alors là, je te souhaite bien du courage. Spengler a été abordé par un inconnu à un arrêt de bus. Tout près de là, il y a une sorte de place où on peut jouer aux échecs. Et il paraît que mon client y allait souvent. Vous pouvez le mettre échec et mat en 2 coups. Spengler, ça vous dit quelque chose? Ah, je vous laisse jouer, excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Ce jour-là, un jeudi, j'étais allé voir les joueurs d'échecs. Au bout de 2 heures, 2 heures et demie, j'avais décidé de rentrer et je suis allé à l'arrêt des bus. Vous-même, vous savez jouer? Non, j'ai regardé, c'est tout. Et ensuite, que s'est-il passé? Je venais d'arriver à l'arrêt
quand un homme s'est approché de moi et m'a demandé de lui rendre un service contre une certaine somme d'argent. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit qu'il était journaliste d'investigation et qu'on devait lui remettre d'importants dossiers, mais que les gens qui devaient les lui remettre ne lui plaisaient pas. Il n'avait pas confiance. C'est pour ça qu'il voulait envoyer quelqu'un d'autre. Mais il m'a assuré qu'une autre personne ne courait aucun risque. Les documents devaient m'être remis à la gare de marchandises par un homme assez grand. Voyant que je ne refusais pas, il m'a tout de suite proposé 500 marks. La moitié tout de suite et le reste au moment où je lui rapporterai la mallette avec les documents dedans. Vous n'avez pas demandé à cet homme pourquoi il vous avait choisi, vous, plutôt qu'un autre, pour, disons, accomplir ce que j'appellerais une mission hors du commun? Non. Ça faisait plus d'1 an que mon client était au chômage, alors inutile de vous dire que le peu d'argent qu'il pouvait gagner était le bienvenu. Oui, monsieur le procureur? Monsieur Spengler, est-ce que vous vous rappelez s'il y avait plusieurs de vos amis ou des personnes susceptibles de vous connaître quand vous êtes allé voir les joueurs d'échecs? Eh bien, je ne peux pas vous donner des noms, mais il y a des gens que je connais de vue et qui sont là presque tous les jours. Et l'homme qui vous a abordé, celui qui vous a confié cette fameuse mission, était-il présent pendant la partie d'échecs? Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas, non. Alors c'est oui ou c'est non, ça peut être lourd de conséquences. Mon client a déjà répondu à cette question. Il ne peut pas dire avec certitude si l'homme était là ou pas. Excusez-moi, maître, mais j'aimerais poursuivre mon interrogatoire. Cet homme qui est venu vous proposer cette mission, puisque vous l'avez vu, est-ce que vous pourriez essayer de nous le décrire? Oui, il avait un chapeau, des lunettes de soleil, il était de ma taille, et il avait aussi une moustache. Quel âge vous lui donneriez, à peu près? Je ne sais pas, il devait avoir entre 35 et 45 ans, peut-être un peu plus, j'avoue que je n'ai pas fait très attention sur le coup. C'est donc là la description de l'homme qui vous a abordé à l'arrêt de bus. Pour vous, c'est à ça qu'il ressemble? Oui. Vous n'avez rien d'autre à nous dire sur lui, donc? Je ne sais pas, est-ce qu'il avait des oreilles pointues ou bien des cornes? Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Il me semble que mon client a fait ce qu'il a pu pour nous décrire cet inconnu qui l'a abordé quelques secondes. N'importe qui d'autre à sa place n'aurait pas donné plus de détails sur son allure ou son comportement. Je vous rappelle qu'il le voyait pour la première fois. Eh bien, moi, je trouve qu'il ne faut pas manquer d'audace pour oser raconter de tels mensonges devant le mari de Madame Opitz, première victime de cet odieux chantage. Mais cette succession de mensonges et de contre-vérités ne tient pas debout. Je demande à chacun de se poser cette question. Puisque M. Spengler prétend n'avoir été qu'un modeste intermédiaire, alors pourquoi le maître chanteur n'est pas revenu le voir? Comment peut-on monter une opération pareille, avec les risques que cela comporte, et puis soudain y renoncer, alors qu'il n'avait pas atteint son but? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons, dont une qui me paraît essentielle. Il n'avait pas du tout prévu, et encore moins souhaité, la mort de Madame Opitz, et je pense que c'est ce qui l'a effrayé. Il y a une chose qui est sûre, et dont vous conviendrez avec moi, un maître chanteur ne veut que de l'argent. En aucun cas, il ne souhaite qu'une personne qui n'y est pour rien ne fasse les frais de ses menaces. Alors ma femme n'a pas eu de chance, c'est ça? C'est un accident regrettable. Elle est morte pour rien. Monsieur Opitz, nous savons combien la mort de votre femme vous a bouleversé et nous le comprenons. Mais je vous demanderai de ne pas intervenir à moins d'y avoir été invité. Je comprends tout à fait la réaction du mari de la victime face aux propos de l'avocat de la défense. Ce que je retiens, c'est que l'accusé ne s'est pas posé de questions sur le nombre de morts qu'il ferait, sur le nombre de familles qu'il endeuillerait en versant un poison mortel dans des aliments. Ma réflexion avait pour but de savoir si le maître chanteur avait des raisons de ne plus se manifester. La mort de Madame Opitz nous a donné la réponse. Faux! Après la mort regrettable de Madame Opitz, il n'aurait pas hésité à menacer de faire d'autres victimes, afin de faire grimper les enchères. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne l'a pas fait, et pour cause. Il était déjà en détention préventive. Monsieur le procureur, depuis le début de ces débats, j'ai démonté votre système d'accusation qui repose sur des spéculations. Je souhaite en venir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'absence de preuves.
Le laboratoire n'a relevé aucune trace d'arsenic au domicile de l'accusé. Et il n'a pas non plus relevé d'empreintes digitales sur les lettres. Et enfin, vous n'avez trouvé aucun témoin pouvant affirmer avoir vu l'accusé dans un des supermarchés de la chaîne. Cher maître, vous êtes naïf. Je demande la comparution en tant que témoin de tous les employés de tous les magasins dans lesquels des aliments empoisonnés ont été découverts. Maître Franck, vous me permettrez de douter de l'efficacité de ce genre de procédure, sachant que l'auteur de ce chantage ne devait sûrement pas opérer à visage découvert. Monsieur Opitz, comment avez-vous vécu cette journée de débat? Ah, la mort de ma femme ne semble pas intéresser le tribunal. On vient de passer des heures à entendre un criminel essayer de se faire passer pour une victime. C'est quand même bizarre que personne ne l'ait remarqué alors qu'il se promenait toujours dans les mêmes rayons. Ah, il faut pas en demander trop. En temps normal, non. Mais là, il avait déjà fait des menaces. C'était quand même pas compliqué de surveiller de plus près certains rayons. Tu peux me dire dans quel supermarché on a découvert le céleri? Dans le magasin de la rue Steiner. Le gérant s'appelle Beckman. Il vient déposer demain au tribunal. Beckman. Très bien. Salut, Rainer. Salut. Elga, Oui? je voudrais vous dicter une lettre. Maître Franck, je veux vous dire quelque chose depuis hier. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ça ne va pas vous faire plaisir. J'ai compris. Alors on va régler ça tout de suite. Combien voulez-vous? C'est une prime ou une augmentation que vous désirez? Non, Maître Franck. Alors je sais comment on va faire. Vous me dites un chiffre, je vous propose plus et tout s'arrange. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous ne voulez pas que je vous augmente? Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Je vais démissionner. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pris ma décision, mais je voulais commencer par vous en parler. C'est possible, mais ça n'explique rien. Vous ne vous plaisez pas ici? Vous n'êtes pas assez payé? Ce n'est pas une question d'argent et ça n'a rien à voir avec vous. Alors? C'est pour raisons personnelles uniquement. Pardon, madame. Vous ne savez pas où se trouve le céleri? Devant vous, à côté des concombres. Et les betteraves? Juste à côté. Merci. Comment s'y était le prix, à votre avis? Il n'a pas pu faire autrement que d'acheter l'article, y mettre du poison et venir le remettre en rayon ensuite. Oh, ça prend du temps, tout ça. Il n'y a pas que dans votre magasin qu'il a sévi. Il a fait le tour de la plupart des succursales. Je ne peux rien vous dire là-dessus. J'ai reçu des ordres. Moi, par contre, je peux vous dire quelque chose. Je vous écoute. Cette chaîne de magasins est certainement un centre de distribution. Oui, bien sûr. Alors, supposons que notre maître chanteur soit un employé du centre, ou quelqu'un qui a librement accès à ce centre. Il lui est très facile de contaminer des aliments sans mettre les pieds dans un magasin et de façon tout à fait discrète, non? Je ne peux rien vous dire, je suis désolé. Oui, je sais. Vous avez reçu des ordres. Est-ce qu'il pense à votre place aussi? Je sais ce que je dois faire, ne vous en faites pas. Et je sais aussi qu'il y a un procès en cours. D'accord. Vous préférez être cité à comparaître. Attendez, j'y pense. Tout à l'heure, vous disiez que c'était peut-être un employé. Et il n'y a pas très longtemps, un de mes collaborateurs m'a remplacé. Quand je suis revenu, j'étais obligé de le renvoyer. Et quand il surprenait quelqu'un en train de voler, il lui laissait le choix entre deux solutions. La police, ou bien une amende qu'il se mettait dans la poche, bien sûr. Ah. Il a eu de la chance. La direction n'a pas voulu porter plainte. Question d'image. Comment il s'appelle? J'oubliais. Vous avez reçu des ordres. Merci. Vous êtes donc, monsieur Honstatter, directeur du service contentieux des magasins d'alimentation Maxi. Oui.
Quelle a été la réaction de votre entreprise face à cette tentative de chantage? Les lettres du maître chanteur, il y en a eu 4. Elles ont été directement envoyées à notre siège social. La première a été envoyée... Oui, elles ont été versées au dossier comme pièce à conviction. Elles ont été postées le 3 février au 12e bureau de Francfort, le 16 à Neu-Isenburg, le 15 mars au 21e bureau de Francfort et le 28 mars au 22e bureau, toujours à Francfort. Oui. Est-ce que c'est la première fois que cette chaîne de magasins est confrontée à une tentative de chantage? Non, mais la dernière tentative remonte à un peu plus de 9 ans. À l'époque, nous n'avions pas reçu de lettres, c'était par téléphone que ça se passait. Je dois dire que j'en garde un très mauvais souvenir. Et il avait menacé de mettre du poison dans les aliments pour enfants. Oui. Vous estimez donc qu'on ne peut pas faire de rapprochement entre les deux affaires? La seule similitude que je constate, c'est que tout se déroule de la même façon. Peu importe que ce soit par lettre ou par téléphone. Demande d'une forte somme d'argent en brandissant la menace d'empoisonnement des aliments. Nous avons toujours eu pour principe, en accord avec la police, de nous plier aux exigences de tel ou tel maître chanteur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous avons versé l'argent. Mais à chaque fois, la personne en question a été arrêtée. Avez-vous des questions à poser aux témoins? Monsieur Hunstatter, lorsque votre entreprise a appris que de l'arsenic avait sans doute été placé dans les boîtes de céleri et de betterave, quelle a été sa première décision? Nous avons ordonné au directeur de tous les magasins de retirer de la vente tous les articles concernés. Et nous avons placé aussi, dans tous nos magasins, des affiches pour prévenir notre clientèle qu'un déséquilibré nous avait dit avoir mis de l'arsenic dans les boîtes de céleri et de betterave, et qu'on devait à tout prix nous les rapporter. C'est ça? C'est ça que vous appelez des affiches? Mais comment voulez-vous qu'on lise ça si on n'a pas de lunettes? Monsieur Pitts, pour le moment, la parole est à l'avocat de la défense. Je vous demande de vous taire. Ça, oui, ça. Ça, c'est une affiche, cher monsieur Hunstatter. Elle vient d'un de vos supermarchés. Des affiches comme ça, il y en a partout. Et là, on n'a pas besoin de lunettes. Alors vous qui êtes responsable de tous ces magasins, est-ce que vous croyez que c'est en placardant ces malheureux tracts tous les gens Pitts, c'est mon dernier avertissement. Bien. Monsieur Hunstatter, avez-vous entrepris d'autres actions pour prévenir les clients de vos magasins par voie de presse ou par radio? Non. Quand j'ai reçu le fax de la maison mère me disant de retirer de la vente les articles concernés, ça a été fait. J'y ai veillé personnellement. On mettait les boîtes dans un carton à part, on le fermait, et c'est moi-même qui allais le remettre au chauffeur, qui les emportait ensuite au siège de la société. Je suis prêt à le jurer. Mais nous vous croyons, et personne ne vous reproche quoi que ce soit. Monsieur Beckman, connaissiez-vous Madame Opitz, la victime? Oui. Mais quand on est gérant de succursale, on ne travaille pas dans les rayons. Non. Est-ce que Madame Pitts venait souvent dans votre supermarché? Non, au contraire, presque jamais. Madame Pitts profitait d'un des services que proposait notre magasin. À partir de 100 marques d'achat, le client est livré à domicile. C'est moi-même qui lui ai apporté ses courses. Mais est-ce que c'est vous-même qui avez pris la commande de Madame Opitz? Est-ce que ça fait partie de votre travail? Non. Non, c'est un employé qui a pris la commande. Moi, je me suis contenté de la livrer chez elle. Ça ne me gênait pas, j'habite juste à côté. Vous lui rendiez souvent ce service? Une fois par semaine, à peu près. Est-ce que vous vous souvenez si la dernière fois, elle avait commandé un bocal de céleri? Non, je vous ai déjà dit que... Ce n'est pas vous qui prépariez les livraisons, c'est exact. Une dernière question, monsieur Beckman. Tous ces bocaux de céleri et de betterave sont fermés sous vide pour une meilleure conservation. Oui. Ce qui veut dire que si le bocal a été ouvert, le client peut s'en apercevoir, car tout le monde sait que le couvercle est déformé lors de la première ouverture. Oui, un habitué de ce genre de produit pourrait se méfier, ou tout au moins se demander si la boîte a été bien conditionnée. Encore une petite question. Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà vu cet homme dans votre magasin?
livreur de Matula Pressing. Je dois remettre cette veste à Monsieur Neitzel. Il habite à l'étage en dessous. Je sais, il est pas là. Vous savez peut-être où je peux le trouver? Aucune idée. Vous voulez que je prenne la veste? Ah bah non, je peux pas vous la laisser. Vous pouvez peut-être me dire où il travaille aussi. Non. Mais dans la journée, il est souvent au café juste en bas. Là? Puis-je savoir comment s'appelle votre nouveau patron? Ça ne servirait à rien, vous ne le connaissez pas. Peut-être, je connais beaucoup de gens ici. Et dans quelle branche travaille-t-il? Il travaille dans le tourisme. Il s'appelle Liebig, Hermann Liebig. Monsieur Matula vous attend déjà depuis 5 minutes. 7. On reparlera de ça plus tard. Je vais te facturer 1 heure entière. Oui, c'est ça. Moi, je vais te parler des droits du travail. Voilà, tu connais rien du tout. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Neitzel a déménagé après avoir été renvoyé du supermarché. Depuis, impossible de savoir où il est passé. On devrait pouvoir le retrouver, non? Je te rappelle qu'il a menacé de dénoncer des clients à la police et qu'il a été renvoyé pour leur avoir extorqué de l'argent. Il doit avoir envie de se venger. Peut-être, oui. Mais pour le moment, je sais pas où il est. Il finira bien par réapparaître un jour ou l'autre. Au fait, Elgan t'a rien dit par hasard? Non, qu'est-ce qu'elle aurait dû me dire? Non, rien. Est-ce que tu pourrais essayer de savoir si un certain Liebig, Hermann Liebig, travaille dans le tourisme ou quelque chose d'approchant? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, ce monsieur? Non, rien du tout, c'est comme ça, pour savoir. Tu es en train de me demander de bosser sur 2 affaires à la fois? C'est bien ça ce que tu me demandes. Ne t'inquiète pas, ce sera payé à part. Monsieur le commissaire, était-ce la première fois de votre carrière que vous arrêtiez un maître chanteur? Non, ça doit faire 4 ou 5 fois. Bravo. Compte tenu de votre expérience dans ce domaine, seriez-vous d'accord pour dire que c'est au moment où on lui remet l'argent qu'un maître chanteur fait preuve de la plus grande méfiance? Absolument. Avez-vous eu le sentiment que M. Spengler agissait avec une prudence particulière lorsqu'il est arrivé sur les lieux où on devait lui remettre la mallette? Pas vraiment. Pouviez-vous dire que M. Spengler avait l'air de ne pas comprendre ce qui se passait au moment où vos hommes sont arrivés pour l'interpeller? Il n'a pas compris, ou il s'est peut-être trouvé stupide, tout simplement. Monsieur le commissaire, est-ce que le comportement qu'a eu l'accusé lorsque vous et vos hommes l'avez interpellé peut être comparé à celui que vient de décrire Maître Franck? À peu de choses près, je dirais oui. Merci. Vous avez des questions à poser aux témoins, monsieur le procureur? Monsieur le commissaire, fort de votre expérience dans ce domaine, seriez-vous tenté de dire que le comportement d'un maître chanteur peut être différent selon qu'il est plus ou moins intelligent? Je veux dire, est-ce qu'ils sont tous susceptibles de commettre les mêmes erreurs, ou presque? Oui. Monsieur Spengler n'avait pas un plan bien arrêté. Il ne faisait qu'obéir aux consignes que lui avait laissées la personne qui l'avait contacté. Vous pouvez poursuivre votre chasse aux commanditaires fantômes. Moi, je préfère m'en tenir aux faits, maître. Monsieur le commissaire, vous n'êtes pas sans savoir que l'accusé n'a communiqué que par écrit avec sa victime, la société propriétaire des supermarchés, et qu'il n'a jamais téléphoné au siège. Oui. Est-ce que ce comportement vous paraît, disons, habituel, normal de la part de l'auteur d'un chantage? Habituellement, quand on commence à parler argent ou remise de rançon, ils ne peuvent pas s'empêcher de téléphoner. Alors, à votre avis, pourquoi l'accusé a-t-il toujours préféré transmettre ses exigences par écrit, alors que par téléphone, ça va beaucoup plus vite? Objection. Cette question a pour but d'entraîner le témoin dans des spéculations. Accordé. De plus, l'avis du témoin sur cette question précise n'a aucune importance. Je vais donc reformuler ma question. Monsieur le commissaire, est-ce que c'est vous qui avez effectué le premier interrogatoire de l'accusé? Oui. Avez-vous remarqué s'il était nerveux ou bien s'il avait du mal à répondre? Il avait l'air fatigué et nerveux, c'est vrai. N'avez-vous pas décelé un signe, quelque chose de particulier, non seulement dans son comportement général, mais aussi dans sa façon de parler? Oui, il bégayait, il avait du mal à parler. Il bégayait, il avait du mal à parler, exactement. Nous savons tous que l'accusé a tendance à bégayer quand il est énervé. Il peut nous le confirmer, d'ailleurs. Conclusion, l'accusé était incapable de téléphoner à cause de l'enjeu qu'il y avait. Il aurait tout de suite bégayé. N'est-ce pas, monsieur Spengler? C'est pour ça que vous ne communiquiez que par écrit. Avouez-le.
Un maître chanteur qui bégaye, c'est trop facile. Votre voix aurait été enregistrée par la police et la bande aurait été versée au dossier. Vous ne pouviez pas prendre un risque pareil. J'ai raison, n'est-ce pas? De toute façon, vous voulez ma voix. Vous voulez ma peau par tous les moyens. Je sais que je vais être condamné. Monsieur Spengler, calmez-vous. Vous êtes un monstre. Vous voulez que je passe le reste de ma vie en prison alors que je n'y suis pour rien. Monsieur Opitz, je ne suis pour rien dans la mort de votre femme. Je peux m'asseoir avec vous? Bien sûr. Merci. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter mes condoléances, alors je le fais maintenant. Merci. Vous croyez sans doute que parce que je suis l'avocat de la défense, je suis convaincu de l'innocence de Spengler, c'est ça? Pourquoi vous ne l'êtes pas? Disons que je me rends compte qu'il y a des zones d'ombre et que tout ce qu'il dit n'est pas très convaincant. Pourquoi le défendez-vous alors? Parce que j'ai été commis d'office, tout simplement. Tout accusé a droit à un avocat, c'est la justice qui veut ça. Un quart d'eau minérale, s'il vous plaît. Vous aussi, vous devez avoir besoin de vous défendre dans votre magasin. Vous devez avoir affaire à des clients plus ou moins sympathiques. Un magasin? Ah, mais je n'ai jamais travaillé dans un magasin. Non? Non. Je croyais que vous aviez un magasin d'appareils électroniques et que votre femme travaillait avec vous. Non, ma femme était sans profession, elle restait chez elle. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Merci. Ah oui, j'y suis, merci. Je me suis toujours demandé pourquoi se faisait-elle livrer ses courses à domicile puisqu'elle pouvait aller les chercher. Ma femme ne pouvait pas porter de lourdes charges. Et depuis longtemps, elle souffrait de rhumatisme, aux bras et aux mains. Vous allez peut-être me trouver indiscret, mais quand on est vendeur d'appareils électroniques, où peut-on travailler en dehors d'un magasin d'électronique? Dans l'usine qui les fabrique. Une usine d'appareils électroniques? Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait une ici, à Francfort. Non, non, à Sprenlingen. Essen Électronique. Je crois que l'audience va reprendre. L'addition, s'il vous plaît. Perdu. C'est à tourner. Marco, 2 autres bières. Je peux jouer? Pourquoi pas? Dites donc, je vous connais, vous? Moi, je vous connais pas. Vous n'avez pas travaillé au supermarché de la rue Steiner? Pourquoi? J'allais souvent livrer là-bas. C'est là que je vous ai vu, j'en suis sûr. Ah, moi, je me souviens pas. C'est normal, je faisais ça pour dépanner. Heureusement pour moi. Ah non plus, je suis plus là-bas. J'aimais pas ce boulot. Ben, ça m'étonne pas que vous disiez ça. Votre gérant était une ordure. Comment il s'appelait déjà? Deckman, Brightman. Beckman. C'est ça. Ah, je lui ferais bien sa fête à celui-là, mais avec ce qu'il y a dans le journal, je préfère m'abstenir. Ouais, ça vaut mieux pour vous. Ah, c'est incroyable. Un type qui livrait des aliments empoisonnés à une de ses clientes, et gratis. Bon, à mon avis, il n'y avait pas que des aliments qui lui livraient. C'est à toi, ça? Elle est belle. Je rêvais de m'en acheter une avant. Je suis sûr qu'en la vendant, j'en aurais le triple de ce qu'elle m'a coûté toute neuve. Ouais, je m'en achèterais bien une, mais je suis loin d'en avoir les moyens, moi. Ah oui, il n'y en a plus rien sans argent. Ah, ouais. Allez, salut! Salut! Pourquoi nous avez-vous caché que vous aviez des relations plus qu'amicales avec Madame Opitz? Il n'y avait rien entre moi et Madame Opitz. On s'aimait bien, c'est vrai, mais ça s'arrêtait là.
Plusieurs personnes nous ont certifié que vous passiez beaucoup de temps chez elle quand vous alliez la livrer. Les gens disent n'importe quoi. Peut-être qu'une fois, je suis resté pour boire un verre avec elle. Il n'y a pas de mal à ça. Peut-être. Vous ne vous en souvenez plus? Bien sûr que je m'en souviens, mais ça ne veut pas dire que j'ai couché avec elle. Dommage, parce qu'elle était plutôt attirante. Vous êtes libre et majeur. Mais Madame Opitz n'était pas libre, elle. Mais pourquoi vous me parlez de tout ça? Parce qu'il n'est pas courant qu'un gérant de supermarché ait une liaison amoureuse avec une cliente et qu'ensuite il lui livre les aliments empoisonnés et qu'elle en meurt. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant. Donc vous admettez avoir eu une liaison avec Madame Opitz? Non. C'est complètement faux. L'accusé est psychiquement instable, problème affectif qui ne date pas d'hier. Il a du mal à tenir ses engagements et a toujours vécu un peu en marge. Mon sentiment est qu'il souffre de pulsions criminelles, ce qui lui a déjà valu d'être condamné une fois. Sous l'angle psychologique, à la question « l'accusé est-il potentiellement capable de faire du chantage ?», c'est sans hésiter que je réponds oui. Après des constatations objectives et subjectives, je pense que l'accusé peut être déclaré coupable. Je tiens mon rapport à la disposition de la Cour. Bien, je vous remercie, professeur Wittner-Guth. Maître Franck? J'ai une question à poser à notre spécialiste. Professeur Wittner-Guth, c'est vous qui avez travaillé sur cette expertise? Évidemment que c'est moi. Je me permets de vous demander ça parce que ce n'était pas si évident. Vous avez la réputation d'être quelqu'un de débordé. Et il vous est déjà arrivé de remettre des expertises signées par vos assistants, ce qui en dit long sur l'honnêteté et l'intégrité qu'exige votre métier. Je vous demanderai de nous épargner vos réflexions, maître Franck. Monsieur le Président, depuis le début des débats, mon client est appelé accusé, prévenu, et maintenant le voilà coupable. Il est de mon devoir de préserver la personnalité de mon client et de faire en sorte qu'il garde toute sa dignité. Permettez-moi aussi de m'étonner qu'une psychiatre fasse référence à une condamnation qui remonte à plus de 18 ans. Je suis obligé de réfuter les déclarations de la spécialiste. Je demande que soit faite une contre-expertise par un expert psychologue nommé par la défense. Ce qui nous a été présenté comme une expertise et qui, je le signale, n'a pas encore été mise par écrit, présente des contre-vérités qui dénotent un manque de sérieux. Et surtout, elle contient une condamnation prématurée de mon client. Je te passe celle-là? Ouais. C'est bon? C'est bon. J'étais en train de penser à un truc. Avec ton expérience et mon talent commercial, on pourrait faire un malheur. C'est rechercher les vieilles voitures. Ouais, c'est pas aussi simple que ça. L'autre jour à la banque, j'ai vu une affiche. Hein? Il y avait marqué « Fondez votre entreprise et venez prendre votre élan avec nous ». T'as qu'à y aller. T'as qu'à leur dire qu'on est jeune, qu'on a plein de talent et qu'on a besoin de 200 000 marques. Ou alors on monte un coup comme le type du supermarché. 2,5 millions de marques. C'est une jolie somme, ça. Quand t'as ça en poche, tu fais sérieux. Très sérieux. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il ait pas réussi à avoir le fric. C'est pas bizarre. C'est idiot. Et avec moi, ça serait pas arrivé. Pourquoi? Comment t'aurais fait? Autrement. Le grand jeu. J'exige 500 000 marques ou d'autres aliments seront empoisonnés. C'est le dernier avertissement. D'autres instructions suivront. J'ai pensé qu'il valait mieux vous mettre tout de suite au courant. 500 000? Mais il avait demandé 2,5 millions au début. Peut-être qu'il a jugé qu'il était un peu trop exigeant. Il n'a peut-être pas tant d'expérience que ça. Moi, je trouve ça un peu étrange. Savez-vous si c'est le même papier qui a été utilisé pour rédiger toutes les lettres? Alors là-dessus, le laboratoire est catégorique. À chaque fois, il s'est servi d'un papier différent. Bien sûr qu'elle peut venir de n'importe qui, cette nouvelle lettre. Mais si jamais c'est ton copain et qu'il l'arrête, il dira que c'est toi qui en as eu l'idée. J'ai rien fait, moi, je travaillais pour toi. Mais c'est bien ça qui me dérange. Parce que moi aussi, je serais visé. Tu imagines un peu la une des journaux, l'avocat et son détective, les drôles de méthodes de l'avocat de Spengler, en plein procès, ça ferait très bien. Bon, ça y est, je peux te parler du reste? Quelle catastrophe as-tu encore à m'annoncer? Monsieur Liebig. Qui?
Le futur patron de ta secrétaire, celui qui est agent de voyage. Tu te souviens? Il a une agence de voyage? Ouais. Eh ben alors vas-y, parle. Tu redeviens sympa, là, hein? Monsieur Liebig? Oui. Bonjour, je m'appelle Franck, avocat, je voudrais vous parler. Me parler? Mais de quoi vous voulez me parler? Eh bien, par exemple, de vos condamnations pour fraude fiscale et falsification de documents officiels. Ça va rentrer. Merci. Comment ça va? Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Le nouveau maître chanteur des supermarchés ne sévira plus. Il a été interpellé hier soir. Ah, et qui est-ce? Un jeune homme qui s'appelle Epler. Oh, j'aime mieux ça. Attention, cette affaire ne saurait influer sur la suite de notre procès. Ce monsieur Epler n'est qu'un opportuniste qui a cru pouvoir profiter d'une psychose pour se faire de l'argent. Mais c'est du chantage ce qu'il a fait. Cet homme était la dernière chance de votre client. Mais les preuves contre lui sont accablantes. Vous devriez le persuader d'avouer, ça lui rendrait service. Oh, et pourquoi je devrais faire ça? Vous ne lui proposez que la perpétuité. Vous l'avez quand même accusé de meurtre. Oui. On pourrait peut-être trouver un accord. Oui, bien sûr, on peut trouver un accord. Proposez l'acquittement, après on pourra parler. Le tribunal a refusé qu'on fasse une contre-expertise. Je veux bien déposer une nouvelle requête, mais ça ne servirait à rien. Vous aussi, vous me croyez coupable. Si je vous croyais coupable, je serais en train de vous convaincre d'accepter le marché que m'a proposé le procureur. Quoi? Un marché. Il veut vos aveux, mais si vous faites ça, vous lui faciliterez la tâche. Ça vaudrait peut-être mieux. Je serais condamné, alors. Je vous interdis de dire ça. Il n'y aura pas de marché parce que j'ai tout de suite refusé. Vous n'auriez pas une cigarette à m'offrir, par hasard? Désolé, mais je ne fume pas. Tant pis, ça fait rien. Il y a une chose sur laquelle le procureur a raison. Les lettres écrites par le maître chanteur, dans lesquelles il donne toutes les instructions. Elles sont rédigées tellement bizarrement qu'elles pourraient avoir été écrites par ton client. Ça pourrait aussi être ton copain Neitzel. Ayant travaillé dans ce supermarché, il ne pouvait pas téléphoner. T'as déjà pensé à la chance inouïe qu'a eu ce monsieur Opitz? Non, pourquoi? Bien, s'il avait avalé une bouchée de céleri, lui aussi serait mort alors qu'il est. Oui, c'est vrai, ça, t'as raison. Pareil pour Beckman. Il allait souvent boire un verre chez la victime. Elle aurait très bien pu l'inviter à déjeuner. C'est quelque chose, le destin. Tu crois pas? D'après le rapport d'autopsie, Petra Opitz a mangé du céleri empoisonné le midi. Et alors? Son mari n'était pas chez lui à cette heure-là. Il était à son travail. Je te dis, il a eu une chance énorme. Bonjour, maître Franck. Bonjour. Que désirez-vous? Une petite pâtisserie. Aujourd'hui, j'ai des forêts noires. Ce sera parfait, merci. Et vous? Je prendrai un café. Vous aussi? Oui, à crème, oui. Merci. Je me demande comment Madame Opitz a ouvert le bocal de céleri. Elle souffrait de rhumatisme aux bras et aux mains. Et alors, ça ne fait rien. Le maître chanteur a ouvert le bocal pour mettre le poison. Elle n'a pas eu de mal à l'ouvrir ensuite. D'habitude, elle n'essaie même pas de l'ouvrir. Tu veux dire que quelqu'un aurait pu les ouvrir à sa place? Oui, bien sûr. Ça peut être son mari. Ou Beckman. Pour moi, les preuves ont été présentées, nous pouvons clore les débats. À moins qu'il y ait d'autres requêtes. Oui, j'appelle Monsieur Paul Richards à la barre. Monsieur Richards, vous dites exercer une profession indépendante. Quelle est-elle exactement? Immobilier, financement, crédit. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Oui, c'est Monsieur Spengler. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez rencontré l'accusé? Mi-janvier, ce monsieur est venu me voir à mon bureau pour faire une demande pour un prêt personnel. Un prêt personnel? De quel montant? 6 000 marks. 6 000 marks?
Et je suppose qu'au bout du compte, ce crédit devait lui coûter beaucoup plus. Il n'est pas plus cher qu'ailleurs? Vous me permettrez d'en douter. Est-ce que Monsieur Spengler vous a déjà remboursé ce crédit? Non. Monsieur Richards, dites-nous avec précision combien ce prêt va coûter à Monsieur Spengler. En prenant tout en compte, 20 700 marks. 20 700 marks. Dites-moi, c'est une coquette somme pour un chômeur, non? Monsieur Spengler a décidé d'aller demander un prêt personnel alors qu'il ne touchait que quelques centaines de marks au titre de l'assurance chômage. Notre accusé savait très bien qu'il ne pourrait jamais rembourser des mensualités aussi élevées. Il n'avait qu'une solution. Gagner une grosse somme d'argent en peu de temps. Je ne veux plus continuer. Dites-lui que c'est moi et qu'on en finisse. Je demande une suspension de séance, Monsieur le Président. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de cette histoire de crédit? Maintenant, le tribunal pourrait nous soupçonner d'avoir volontairement dissimulé votre situation financière. Mais comment je pouvais savoir qu'ils allaient ressortir ça pendant le procès? Ça n'a rien à voir. Vous devriez quand même vous douter que le procureur n'allait pas laisser passer cette occasion. Et pourquoi? Je veux dire, le fait que j'ai des problèmes d'argent, c'est pas la preuve que je suis coupable. Non, ça ne constitue pas une preuve de culpabilité. Mais vous donnez à l'accusation l'occasion de faire de vous un maître chanteur idéal. Vous êtes ce qu'on appelle un chômeur de longue durée, couvert de dettes, et vous êtes arrêté en flagrant délit. Quelle aubaine! Quand je pense qu'après ça, je vais devoir plaider, si un confrère était à ma place, il demanderait les circonstances atténuantes. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Est-ce que vous croyez encore que je suis innocent? Oui. Alors, comment ça s'est passé? Très mal. Au fait, t'as revu le gars au sujet de son futur employeur? Non, mais j'ai des choses à lui raconter sur lui. Est-ce que tu sais où est la rue Flieder? J'ai un plan dans la voiture. Tu veux m'y envoyer? Spengler vit dans un petit logement dont il est sous-locataire. Il a peur qu'on mette ses affaires dehors. Tu l'as trouvé dans une poubelle? Il est très bien, mon plan. Qu'est-ce qu'il a? Tiens, il y a même ta rue Flieder. Elle est où? Ici. Ah oui, je vois. Attends, montre-moi. C'est quoi les chiffres, là? Le numéro du secteur postal. Le secteur postal? Ouais, le numéro du bureau, si tu préfères. Je retourne au tribunal. Eh, j'en ai besoin de ma carte, hein. Et t'y fais attention, hein. Elle est ancienne. Mais oui, t'inquiète pas. Où est-ce que je peux te joindre? Chez moi. Je t'appelle. Tu là? Oui, alors? Il va falloir que tu t'occupes de ton ami Neitzel. J'ai besoin de l'interroger. Et pas au comptoir, si tu vois ce que je veux dire. Message reçu, je m'occupe de lui. Salut! Vous nous avez caché la vérité, monsieur Beckman. Je veux que vous veniez témoigner au tribunal. Ou bien vous venez de votre plein gré, ou vous recevrez une convocation. Alors à vous de choisir. Que vous le vouliez ou non, vous déposerez sous serment. T'es fou! T'aurais pu me prévenir! C'est ce que j'allais faire. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. Je voudrais juste te parler. Entre maîtres chanteurs, on se comprend. Mais qu'est-ce que tu racontes? La vérité, t'as dû t'en faire du fric quand tu bossais au supermarché. Vous payez ou c'est la police,
Ça n'a pas arrangé tes affaires que Beckman te vire. T'as eu envie de te venger. T'as monté ton coup sans oublier certains détails croustillants. Ah ouais, je savais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi. T'es de la police? Ça intéressait qui, la liaison entre Beckman et Madame Opitz? J'en sais rien, moi. Puisque tu ne veux pas parler, je vais te faire chanter. Ou bien tu me racontes maintenant ce qui s'est passé. Ou alors on ira causer tout ça au commissariat. Ah, c'est parfait, Joseph, je te remercie. Mais ce n'est pas fini. Je voudrais que tu ailles à Spreningen, à l'entreprise Esson Electronic. Esson Electronic, c'est la boîte dans laquelle travaille Opitz. Tu ne risques pas de le voir, il est en vacances en ce moment. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Tu vas aller voir la chef du personnel. Bonjour. Vous êtes bien Madame Yukovic? Oui? Je m'appelle Matula. Je suis l'unique détective privé d'une famille de chirurgiens, de violonistes et de glaciologues. Et qu'est-ce que c'est qu'un glaciologue? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Mon mari m'emmène au cinéma. Vous ne pouvez pas y aller demain soir, ça m'arrangerait. Vous, au moins, vous êtes franc, monsieur Matula. Qu'est-ce que c'est un glaciologue? Un glaciologue est un spécialiste des glaciers. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les dates auxquelles Opitz s'est absenté, où il était en congé maladie ou en congé tout court. Alors là, j'avoue que tu m'épates. Mais comment tu as fait? Oh, j'ai usé d'une qualité qui te fait défaut. Qui s'appelle le charme. Les tentatives successives et maladroites de la défense, consistant à faire passer l'accusé pour une malheureuse victime, ont toutes échoué. Le doute n'est plus permis. L'accusé est bel et bien coupable. Le mobile, sa situation financière et, par voie de conséquence, sa situation au sein même de notre société. Dans sa tête, pour se sortir de sa marginalité, il n'y avait qu'une solution, un odieux chantage, chantage à la mort. En empoisonnant des aliments, l'accusé a fait une victime, une femme innocente qui laisse un mari. Mais son geste aurait pu faire beaucoup de victimes. Et il le savait, il est responsable. Il n'a pas hésité à mettre en danger de mort, des personnes de tous les âges, pour de l'argent. Tout ce qui aurait pu constituer des circonstances atténuantes pour l'accusé. Un aveu, un acte de repentir, un geste envers le mari de la victime. Rien de tout cela n'a été relevé. À aucun moment. Après l'énumération des faits appuyés par des circonstances aggravantes, je suis obligé de demander que l'accusé soit reconnu coupable et qu'il soit emprisonné à perpétuité. La parole est à la défense. Mesdames et messieurs, la défense doit renoncer à sa plaidoirie. Je ne sais pas quel jugement aurait rendu le tribunal. Peut-être aurait-il suivi les réquisitions du procureur, ce qui aurait été compréhensible après le talent dont il a fait preuve. Mais ce qui aurait été aussi une énorme erreur judiciaire. Pour parler plus clairement, ce tribunal a débattu d'un homicide qui n'a pas été commis. Car la vérité, c'est que ce n'est pas cet homme qui devrait être assis sur le banc des accusés, mais celui qui s'est rendu coupable d'un meurtre prémédité, d'un acte odieusement planifié et qui a failli mener un innocent en prison. Maître Franck, j'espère que vous mesurez la gravité des propos que vous tenez. Absolument, Monsieur le Président. Et je me fais fort d'apporter des preuves de ce que j'avance. Monsieur Beckman, je suppose que vous avez connu des expériences avec des femmes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Pour vous, est-ce que Petra Opitz était attirante? Oui. Je crois savoir que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de petite amie. Quand vous alliez livrer les courses chez Madame Opitz, qui était seule et attirante, vous preniez un petit verre, vous discutiez. Alors peut-on dire qu'à la longue, vous étiez devenus de bons amis? Nous étions devenus de bons amis. Et de cette amitié est née une liaison, n'est-ce pas? Oui. Combien de temps ça a duré? À peu près 14 mois. Cette liaison s'est-elle renforcée au point que Madame Opitz ait voulu quitter son mari? Oui. Environ 3 mois avant sa mort, elle est venue me voir
pour me dire qu'elle ne supportait plus de vivre avec lui. Elle voulait qu'on prenne un appartement. Vous aussi, vous le vouliez? Oui. Mais elle n'arrêtait pas de me dire que son mari n'accepterait jamais de se séparer d'elle à cause de ses convictions religieuses. Vous voulez dire que pour M. Opitz, s'il y avait eu divorce, sa femme se serait rendue coupable du pire des péchés et qu'aux yeux de l'Église, elle aurait dû l'expier? Je le pense, oui. Madame Opitz n'a jamais parlé de cette séparation avec son mari? Si. Un peu avant sa mort. Elle est venue me voir et elle était très énervée. Elle venait de lui dire qu'elle voulait se séparer de lui, sans lui dire que c'était à cause de moi. Et il avait eu une réaction positive. Il aurait même dit qu'il y réfléchirait. Elle était très contente, presque trop confiante. Vous n'avez jamais songé à accepter une séparation à l'amiable, Monsieur Opitz. Pourtant, vous saviez que vous n'auriez pu empêcher votre femme de vous quitter. Tout ça est faux. Il dit n'importe quoi. Je n'étais même pas au courant de cette liaison. Il vous raconte n'importe quoi. Si. Vous étiez parfaitement au courant. Vous l'avez appris par un coup de téléphone anonyme passé par un homme qui a voulu se venger d'avoir été licencié. Ce correspondant n'est plus anonyme puisqu'il a déposé. Il s'appelle Rudiger Neitzel. C'est lui qui m'a dit d'aller chercher la mallette. C'est lui, mais c'est lui. C'est lui le maître chanteur. Non, pas tout à fait. Je vous prie de m'excuser, mais j'avais besoin de la présence de mon collaborateur pour étayer ma démonstration. Monsieur Opitz ne m'aurait sans doute pas rendu ce service parce que c'est lui qui est venu trouver Monsieur Spengler à l'arrêt du bus avec le même déguisement. Monsieur Opitz avait tellement bien préparé son histoire de maître chanteur que la mort de sa femme est passée pour un tragique accident à mettre sur le compte de la fatalité. Il y a encore quelques jours, personne n'aurait imaginé que ce chantage n'était qu'une simulation. Comment tout cela vous est-il venu à l'esprit, maître Franck? Mon ami et moi, nous avons enquêté selon nos méthodes. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que toutes les lettres anonymes avaient été postées dans des bureaux différents. Chaque bureau, mis l'un derrière l'autre, forme un parcours. C'est ce même parcours que M. Opitz emprunte tous les matins pour se rendre sur son lieu de travail. L'erreur de M. Opitz a été d'être un peu trop sûr de lui et de penser qu'il lui suffisait de poster les lettres à des bureaux différents pour brouiller les pistes. De plus, nous avons découvert que M. Opitz s'était arrêté de travailler 5 jours, un jour à chaque fois, depuis la réception de la première lettre. Ces jours de congé, il les passait à aller acheter des bocaux dans différents magasins. Il émettait du poison et allait les remettre en place avant la fermeture. Le lendemain, le magasin concerné recevait une lettre. Alors, à la vôtre. Je ne vous oublierai jamais. Vous non plus, merci. À votre liberté. Merci. Est-ce que Opitz va passer par où je suis passé? Eh oui. Ah, sauf s'il avoue tout de suite. Oui, Elga. Monsieur Anstatter. Oui, passez-le-moi. Bonjour, monsieur Anstatter. Oui. Entendu, je le lui dirai quand je le verrai. Oui, au revoir. Le directeur des magasins Maxi. Il est tellement content que ça se soit bien terminé pour vous qu'il s'engage à vous embaucher quand vous voudrez. Qui, moi? Oui, ils sont prêts à vous prendre comme manœuvre dans un magasin. Mais étant donné les circonstances, je vous recommande d'attendre encore un peu. La presse et les médias, vous voyez déjà en prison, j'imagine qu'ils ne vont pas manquer de rectifier le tir. Après tout ce que vous avez enduré, vous auriez tort de ne pas en profiter. Peut-être qu'après ça, une entreprise vous appellera. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Matula, et bravo. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. Que se passe-t-il, Elga? Je vous demande pardon, monsieur. Oh, mais enfin, pourquoi?
À cause de ma démission. Liebig m'a téléphoné. Il renonce à m'embaucher. Il veut se reconvertir et devenir guérisseur. Oh, je comprends que ça vous fasse de la peine, mais si ce monsieur Liebig a une âme de guérisseur, on ne peut rien y faire. Nous devons respecter sa décision. Pourquoi vous dites nous? Parce que j'espère que vous voudrez bien rester. Oui. Je ne peux pas vous offrir un tour du monde, mais un restaurant japonais vient d'ouvrir juste à côté. Il paraît que les sushis sont très bons. Ça vous tente? Allons-y. Tu viens, Joseph? On va manger. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je te prends ton plan. Le mien, c'est le juge qui me l'a piqué.